Quand on tombe un peu dans les milieux amateurs de maths, quoi, il y a une question sur laquelle on tombe assez souvent. Cette question est tellement récurrente que les vrais mathématiciens, quand on leur pose, leur première réaction, c'est souvent un truc du genre Cette question, c'est la suivante. Les mathématiques sont-elles découvertes ou inventées? En général, tout le monde y va de sa petite opinion. C'est inventé, c'est découvert. Quand on a de la chance, il donne aussi des arguments. C'est découvert parce que c'est une science qui étudie des motifs de la nature, ou parce que ce sont des vérités abstraites en dehors du monde qu'on cherche par la logique. C'est inventé parce que c'est un langage, parce que les axiomes sont choisis par convention. Les arguments, on les reverra un peu plus tard pour essayer de les dépasser. Mais en attendant, remarquons que ce débat ne date pas d'hier. C'est en fait l'opposition classique entre deux positions philosophiques générales, le réalisme et l'antiréalisme, qui sont dans les maths modernes représentées par des positions platonistes et nominalistes. Alors juste avant d'aller un petit peu plus loin, une petite annonce. J'ai créé un serveur Discord pour la communauté. On n'est pas nombreux sur la chaîne, mais si tout le monde vient, ça fera déjà un petit serveur bien sympa. Le lien est dans la description. Allez, on va revenir au platonisme, au nominalisme. En bref, le platonisme conçoit l'existence d'objets abstraits que l'on découvre, et le nominalisme affirme leur inexistence et donc leur invention pour des raisons pratiques. Voyons-les en détail, à commencer par le platonisme. Alors, le platonisme, je l'ai déjà évoqué dans ma première vidéo sur la crise des fondements, que je vous invite à voir. Je vais le réexpliquer en détail ici. C'est une philosophie qui nous vient de Platon, comme son nom l'indique, même si c'est Aristote qui nous permet d'en avoir les traces. Il s'agit sans doute de la philosophie des maths la plus influente de l'histoire, puisqu'elle est encore partagée par un grand nombre de personnes, de manière plus ou moins consciente, malgré toutes les transformations qu'a subi la discipline depuis et les diverses philosophies concurrentes qui émergeaient, et que j'ai détaillées dans des précédentes vidéos. L'idée de Platon, c'est qu'il remarque que quand on fait des maths, on parle de certains objets. On parle des nombres, comme 1 et 2. On parle de figures géométriques, comme des triangles, des cercles. En fait, Platon distingue, à la suite de Pythagore, 4 domaines des maths qu'on appelle le quadrivium mathématique. L'arithmétique, la science des nombres, la géométrie, les nombres dans l'espace, la musique, les nombres dans le temps, et enfin l'astronomie, les nombres dans l'espace-temps. Sauf que les objets concernés sont décrits par les mathématiques, on ne les croise pas au coin de la rue. Ils ne sont pas là, quelque part dans le monde, à attendre qu'on vienne les étudier. Pire encore, dans la vie, 3 tout seul, ça n'existe pas. C'est toujours 3 quelque chose. 3 pommes, 3 poires, 3 voisins, etc. On ne parle pas en maths de pommes, de poires et de voisins, on parle de 3 tout court en tant que tel. Et ce 3, il ne semble exister nulle part. Mais alors où est ce 3? Mais il faut d'abord se rendre compte que Platon, c'est celui qui formule l'allégorie de la caverne, dans son ouvrage La République. Ça a l'air d'avoir rien à voir, mais je vous l'explique et on va faire le lien après. C'est une allégorie en 4 étapes qui explique, en gros, le parcours de vie du philosophe. L'idée, c'est qu'on commence dans la caverne, enchaîné, à regarder les ombres projetées sur un mur. C'est l'étape de l'ignorance. Les hommes croient voir le monde, mais ce qu'ils voient n'est en fait qu'une projection, des illusions. Mais l'homme peut alors rencontrer le philosophe, qui peut bouleverser ses croyances et lui dévoiler la supercherie. Le philosophe guide l'homme hors de la caverne, mais il est ébloui par la lumière vive du soleil et ne peut percevoir le monde tel qu'il est. Point finalement, une fois que ses yeux se sont adaptés à la lumière du jour, il peut voir le monde tel qu'il est réellement. Dans la pensée de Platon, la caverne représente le monde sensible, le monde dans lequel nous vivons. Il n'est que le reflet imparfait, voire illusoire du vrai monde, le monde intelligible, le monde des idées. L'allégorie de la caverne est bien sûr plus générale que les maths, mais ce qui nous intéresse ici justement, c'est les maths, donc on va se concentrer là-dessus. J'ai évoqué tout à l'heure que c'est Aristote qui nous donnait la philosophie de Platon sur les maths. En effet, c'est dans sa métaphysique qu'il nous transmet son enseignement oral, et notamment cette citation. Outre l'existence des choses sensibles et des idées, Platon admet celle des choses mathématiques, nombres, lignes, surfaces, solides, qui sont des réalités intermédiaires, différentes d'une part des choses sensibles, en ce qu'elles sont éternelles et immobiles, et d'autre part des idées, en ce qu'elles sont une pluralité d'exemplaires semblables, tandis que l'idée est en elle-même une réalité une, individuelle et singulière. En bref, pour Platon, les objets mathématiques sont dans la partie inférieure du monde des idées. Ils sont à l'avant-dernier stage de l'allégorie de la caverne, lorsqu'on ne voit pas le monde intelligible tel qu'il est, mais qu'on est capable de former des raisonnements à partir du peu d'idées qu'on peut encore voir même en étant ébloui. Ainsi, pour Platon, les mathématiques sont bien découvertes et non inventées. Le quadrivium explore un reflet direct du monde des idées, en quelque sorte un monde intermédiaire entre la sagesse véritable et la vulgarité du monde sensible. Attention à une méconception, ce sont les intermédiaires distincts des idées unifiées. Par exemple, dans le cas du triangle, il y a beaucoup de triangles idéaux possibles, et aucune n'est davantage le triangle qu'un autre.
De même, aucun nombre n'est davantage le nombre qu'un autre, etc. En aparté, ce que je viens de vous décrire, c'est le platonisme avec un grand P, la position historique de Platon. Et ce qu'on appelle le platonisme aujourd'hui s'éloigne un peu de cette conception historique. C'est une thèse métaphysique inspirée de Platon, et non la pensée de Platon lui-même. L'idée générale reste, c'est une position réaliste qui considère que les objets mathématiques existent indépendamment de nous dans un monde, le monde des maths. En fait, le platonisme, c'est trois caractéristiques pour les objets mathématiques. D'abord, ils existent de façon abstraite, et surtout, ils existent de façon abstraite et indépendamment de nous. Voilà, c'est ça le platonisme avec un petit p. Quoi qu'il en soit, c'est une conception bien sympathique, mais question demeure. Pourquoi y croire? Après tout, le monde des idées n'est pas sensible, par définition. Je ne peux pas le voir, le toucher, l'entendre ou le sentir. Je n'ai a priori aucune raison de penser qu'un tel monde existe. Mais on a vu précédemment que, lorsqu'on fait des mathématiques, on se réfère pourtant à des objets qui n'existent pas dans le monde sensible, comme le nombre 3 ou le triangle en tant que tel. Mais si je veux me référer à ces objets d'une manière sensée, qui a du sens, il faut bien que ces objets existent au moins quelque part, non? Et ce quelque part, Platon nous dit que c'est dans le monde des idées. Ce qu'on vient de voir, c'est l'argument dit sémantique. On parle de choses, donc ces choses existent, sinon ça n'a pas de sens. On dit aussi parfois que c'est l'argument de Frege, car c'est lui qui l'a formulé dans Die Grundlagen der Arithmetik, sous une forme moins triviale et un peu plus solide quand même, puisque la manière dont je viens de le dire, c'est un peu n'importe quoi. Mais il existe un autre argument pour le platonisme, particulièrement discuté, l'argument d'indispensabilité de Quinn Putnam. Mais il existe un autre argument pour le platonisme, particulièrement discuté, l'argument d'indispensabilité de Quinn Putnam. La petite histoire de ces arguments, c'est que Quinn, un philosophe du XXe siècle, commence en étant un nominaliste, ce dont on parlera plus tard. Il essaye de construire des mathématiques concrètes qui ne se réfèrent à aucun objet abstrait, dans son article avec Goodman, Step Towards a Constructive Nominalism. Il échoue et considère la tâche extrêmement difficile en vertu de la pratique scientifique, et cela le mène à repenser son ontologie. Il finit par considérer qu'on doit être ontologiquement engagé à l'existence des objets mathématiques utiles aux théories scientifiques. Et il se qualifie alors finalement de platoniste par défaut, qui admet son échec. Il formule par la suite, avec Putnam, ce fameux argument d'indispensabilité. Il y en a plusieurs versions, je vais vous en présenter une qui est minimaliste. Nous devons être ontologiquement engagés envers toutes et uniquement les entités indispensables à nos meilleures théories scientifiques. Or, les entités mathématiques sont indispensables à ces théories. Donc, nous devons accepter l'existence d'entités mathématiques. Vous voyez que cet argument, qui a fait couler et fait encore couler beaucoup d'encre, est très simple en apparence. Décortiquons-le rapidement. D'abord, quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas un argument sur la vérité, mais un argument sur un engagement ontologique. Il ne conclut pas que les objets mathématiques existent, mais que nous devons y croire, indépendamment de s'ils existent effectivement ou non. Il se repose sur deux prémisses. La première est un engagement au réalisme scientifique, à croire que les théories scientifiques décrivent effectivement le réel. La seconde a un engagement à l'indispensabilité des mathématiques. On ne peut pas formuler une meilleure théorie scientifique sans les maths. Pour réfuter l'argument, il suffit de réfuter l'une des deux prémisses. Comme j'ai dit, P1 c'est un engagement au réalisme scientifique. Pour un réaliste, les meilleures théories scientifiques, par exemple la relativité générale ou la mécanique quantique, sont vraies au sens qu'elles décrivent bien la réalité. Elles ne la modélisent pas seulement, mais les objets qu'elles décrivent existent bel et bien dans le monde physique, tels qu'ils sont décrits, au moins approximativement. Par exemple, pour un réaliste, les champs quantiques existent pour de vrai dans la nature, même si on ne peut pas les observer directement. Il y a beaucoup de variations du réalisme scientifique, et je ne vais pas en discuter dans cette vidéo, mais sachez qu'il y a nombre d'oppositions et de contre-arguments à cela, nommément venant des anti-réalistes scientifiques ou des instrumentalistes. Nous, comme on s'intéresse aux maths, on ne va pas discuter du réalisme scientifique, donc on va se permettre d'admettre P1 pour solidifier l'argument, afin de mieux le réfuter ensuite de l'autre manière. L'autre possibilité, c'est de refuser P2, qui est en fait le cœur de l'argument pour nous. Il faut donc démontrer que les maths ne sont pas indispensables à nos meilleures théories scientifiques, qu'on peut faire de la science sans utiliser de mathématiques. Mais ça c'est impossible. On entend régulièrement que les maths sont le langage des sciences, voire le langage dans lequel Dieu a créé l'univers. On verra une tentative de réfutation de P2 un peu plus tard, quand on parlera du nominalisme. Avant cela, on va voir que le platonisme n'est pas non plus tout rose.
Déjà, on a vu que c'est un engagement ontologique qui est très fort, qui nécessite de sortir du monde sensible, du monde physique, pour entrer dans un monde intellectuel qui serait différent du nôtre et indépendant. Une telle conception est, dans le monde moderne, une position très spécifique aux mathématiques. Le platonisme en dehors des maths, c'est assez rare, éventuellement en éthique ou en métaéthique, rarement ailleurs. Par ailleurs, on pourrait même se demander si Platon lui-même y croyait réellement, ou si ce n'est pour lui qu'une métaphore de l'usage du logos, de l'ordre naturel du monde, comme souvent théorisé chez les Grecs antiques. Même si le consensus tend à considérer que, effectivement, Platon croyait littéralement en ce monde des idées. Quoi qu'il soit, en mathématiques, les platonistes revendiquent effectivement l'existence de ce monde des idées dans lequel les objets mathématiques vivent, en dehors de l'espace et du temps. Mais ça pose un problème majeur. Comment peut-on bien accéder, nous, humains, êtres de chair et de sens, à un monde qui nous est parfaitement extérieur? Cette question mène à ce qu'on appelle le dilemme de Benacerraf, du nom du philosophe Paul Benacerraf. Il semblerait qu'on ait besoin d'une intuition mystérieuse pour connaître les objets mathématiques abstraits. C'est presque magique. Si on ne veut pas recourir à une intuition magique, on reconnaît que les objets mathématiques ne sont pas aussi abstraits que les athéistes veulent le dire, ou on ne justifie pas pourquoi on est capable d'accéder aux vérités mathématiques. Le souci posé ici est de la différence entre vérité et connaissance. Ce qu'on connaît n'a pas de raison a priori d'être ce qui est, d'autant plus quand ces vérités sont dans un monde abstrait, quand nos corps sont capables seulement de perceptions sensibles. Dans le platonisme, on a donc ou bien la vérité mais sans manière d'y accéder, ou bien la connaissance, mais sans tandis que cette connaissance reflète bien la vérité. Il y a plusieurs réponses platonistes à cela. Par exemple, Gödel argumentait en faveur d'une intuition rationnelle qui permet d'accéder aux mathématiques. Mais c'est un peu magique. D'autres expliquent que l'homme a évolué de telle sorte à obtenir ces capacités qui reflètent ce genre de vérité extérieure, la capacité à compter ou la compréhension de l'espace, car elle présentait un avantage évolutionnaire. Mais cela n'explique pas la capacité à faire des mathématiques particulièrement abstraites. D'autres enfin expliquent que les mathématiques sont efficaces, largement partagées, et qu'on en sait dessus qu'il est raisonnable de penser qu'elles ont bien un fondement réel. Mais on pourrait en dire de même des échecs. On sait beaucoup de choses sur les échecs. Or, les échecs n'existent pas indépendamment de nous, a priori. Mais un dernier problème pour la route, aussi soulevé par Benacerraf, celui de l'identification. Il peut arriver qu'on ait plusieurs manières équivalentes, mais non identiques, de faire la même chose. On l'a vu dans une précédente vidéo, deux manières de construire les entiers dans la théorie des ensembles, la construction de von Neumann et la construction de Zermelo. Dans une perspective platoniste, laquelle est la vraie? C'est a priori impossible à trancher. Cependant, le structuralisme apporte une réponse, en expliquant que c'est deux fois la même structure. Mais passons, nous avons d'autres choses à voir. Il y a un débat connexe aux maths découvertes vs inventées. C'est la question de la nature des maths. Souvent, on fait l'opposition entre science et langage. En général, les partisans de l'idée que c'est une science le disent précisément parce qu'ils considèrent qu'on découvre un monde mathématique abstrait par la logique. Le platonisme peut s'y retrouver, mais attention à la distinction. Le platonisme est un engagement ontologique, alors que la science est caractérisée par son épistémologie, sa méthode de production des connaissances. Au contraire, ceux qui disent que c'est un langage sont souvent ceux qui considèrent que les maths sont inventées, parce qu'un langage est d'abord une construction humaine. Le plus souvent, on entend que les maths sont un langage formel, c'est-à-dire un ensemble de symboles qui suivent des règles de placement les uns par rapport aux autres. Un mot mathématique est bien formé lorsque ses lettres sont placées correctement, et non dans les langues classiques lorsque ce mot est dans le dictionnaire. Mais il y a un problème avec cette conception des maths comme un langage formel. On peut communiquer les maths sans le langage formel qui les caractérise, en français, en anglais, etc. Par exemple, la phrase mathématique tout nombre réel positif peut être écrit comme le carré d'un réel, je viens de la prononcer en français, en dehors des symboles qu'on utiliserait dans le cadre du langage formel. Donc il semble étrange de considérer que ce langage formel-là soit les mathématiques elles-mêmes. Et puis même, l'idée d'un langage formel nous est originaire à la fin du XIXe siècle, introduit par Frege dans Begriffsschrift en 1879. Donc affirmer que les maths sont le langage formel, ça revient plus ou moins à dire que les maths ont été inventées il y a seulement un peu plus d'un siècle et ça me paraît un peu gros quand même. Les Régos ne seraient même pas des mathématiciens stricto sensu dans ce cas, puisque la discipline n'existerait même pas à leur époque. Alors du coup, c'est quoi les maths en fait? Raisonnablement, on peut dire que c'est l'ensemble des axiomes, théorèmes, définitions, etc., indépendamment du langage auquel on les formule. Ainsi, les maths ne sont pas un langage, elles ont un langage, le langage formel moderne, qui leur est spécifique, mais pas nécessaire. Il ne faut pas confondre le contenant et le contenu. Mais est-ce vraiment une science? Dit ainsi,
On dirait que j'accepte implicitement que les maths sont une science, qu'on découvre cet ensemble de théorèmes, par exemple via la logique. Et donc je peux donner au raison du platoniste du même coup. Ce monde mathématique vit dans le monde des idées. Mais c'est un peu plus subtil. En fait, l'opposition entre science et langage, elle est déjà peu fondée. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un langage que c'est une science. Par exemple, quand on parle de science, on comprend généralement que c'est empirique. On découvre des faits sur le monde en expérimentant dessus. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on fait en maths. Même s'il y a une historicité empirique avant les pratiques mathématiques grecques, la pratique mathématique moderne est essentiellement théorique, à l'exception peut-être de certaines vérifications numériques, informatiques, comme le fait de vérifier expérimentalement avec des simulations que les zéros de la fonction zeta sont bien là où on s'attend qu'ils soient. Cependant, quand bien même on a vérifié des milliards de zéros, ça ne fournit pas une démonstration valide de l'hypothèse de Riemann, et on pourrait dire que ça ne constitue pas techniquement des maths, mais plutôt un soutien heuristique. Certains disent que le processus mental de faire des mathématiques serait déjà une expérimentation en soi, seulement une expérience abstraite et non concrète, mais tout de même empirique. Mais je trouve cette idée peu fondée. Je n'ai pas vu beaucoup d'arguments là-dedans. N'hésitez pas à en présenter en commentaire si vous en avez. En tout cas, pour qualifier les maths de science, il faut un critère de scientificité. Une question qui a bien souvent des réponses peu concluantes de ce que j'en ai vu. Notamment, Popper place la falsifiabilité au cœur de la scientificité. Certains affirment que les maths sont falsifiables par le raisonnement, et cela paraît bien faible, d'autant plus que Popper lui-même ne les classe pas comme falsifiables, mais comme des tautologies analytiques. En tout cas, le fait de pouvoir paraphraser un théorème purement en français ne dit pas que je découvre le théorème, il dit que le théorème ne dépend pas du langage. Mais il pourrait tout aussi bien être inventé quand même. Les maths seraient alors plus qu'un langage, mais moins qu'une science empirique. On la classe généralement au rang de science formelle. Toutefois, on vient que ça n'implique aucun engagement ontologique particulier. C'est ce qui me mène au nominalisme, la grande alternative au platonisme. Il y en a d'autres encore, comme le formalisme, l'intuitionnisme ou le structuralisme dont j'ai parlé dans des précédentes vidéos, mais le nominalisme est sans doute l'opposition la plus frontale qui soit au platonisme. Commençons par une petite histoire. Le premier opposant au platonisme, ce n'est pas un nominaliste, à strictement parler, mais il inspirera les nominalistes après lui. Il s'agit d'Aristote, l'élève de Platon, qui refuse l'existence du monde des idées. En revanche, il n'est pas antiréaliste pour autant. Pour Aristote, ce qui existe, ce sont des propriétés universelles qui sont instanciées dans chaque chose, sans venir d'un mystérieux monde abstrait. Ces propriétés universelles n'existent que dans les choses physiques elles-mêmes. Par exemple, la circularité existe dans les cercles. Elle cesse d'exister lorsque les cercles eux-mêmes n'existent plus. De fait, il en va de même pour les choses mathématiques. Elles existent dans la nature, en tant qu'abstraction des propriétés communes à des choses concrètes. Cependant, elles sont bien indépendantes de nous quand même. Aristote est repris par les scolastiques, qui reprennent des propriétés universelles comme des grandes questions. C'est eux qui introduisent le terme nominalisme, pour désigner la pensée que les propriétés universelles, comme la rougeur, la circularité, etc., ne sont que des noms qu'on donne à des concepts, qui n'ont pourtant aucune raison d'exister en eux-mêmes, d'où nominalisme, le fait de nommer. Cette pensée s'oppose aux réalistes, comme Aristote dans son réalisme antiplatoniste, ou Thomas d'Aquin ou Duns Scott, qui estiment dans une certaine lignée platoniste que les propriétés universelles existent en elles-mêmes. Et même les scolastiques se questionnent avant tout sur Dieu et son existence, les courants de pensée s'appliquent également aux mathématiques sans problème. Remarquons en revanche que les scolastiques sont, au niveau métaphysique, plutôt aristotéliciens, alors qu'en mathématiques, c'est ce que David et Hersch appellent le mythe d'Euclide dans The Mathematical Experience en 1981 qui domine. Comme quoi, la géométrie euclidienne contient des vérités certaines, intemporelles, directement sur l'univers, dans une ligne vraiment platonicienne pour le coup. Un des premiers nominalistes, c'est Rosselin de Compiègne au XIe siècle. Lui est un nominaliste hardcore qui croit seulement en l'existence des choses individuelles, en elles-mêmes. Le reste, les choses plus générales, étant des souffles de voix. William d'Ockham, le père du rasoir d'Occam que vous connaissez sûrement, reprend cette idée nominaliste. On le voit dans Le dit rasoir d'ailleurs. Quand on doit choisir entre deux explications toutes deux vraisemblables, il vaut mieux choisir la plus simple, celle qui soulève le moins de questions, quitte à se tromper plus tard si on est capable de l'admettre. Occam nie l'existence des propriétés universelles. Pour lui, il existe seulement les choses individuelles et leurs particularités. Parler d'une chose plus générale, comme un triangle, signifie se référer à une construction mentale ou un raccourci pour parler de plusieurs choses individuelles. Au-delà de ça, Occam propose une théorie logique sur le langage, sur la manière qu'on peut avoir de formuler les énoncés mathématiques pour se référer exclusivement à des choses ponctuelles, concrètes. Par exemple, au lieu de dire la droite AB est longue de 5 unités, il dira pour 2 points, par exemple sur un objet solide,
La distance entre ces deux points est telle ou telle par rapport à une unité choisie, par rapport à un autre objet. De fait, il élimine toute référence à des objets abstraits dans le langage. Il est intéressant de constater que cette vision pourrait avoir contribué en partie au développement de la science moderne. Elle permet de comparer deux longueurs, même si l'une est droite et l'autre courbe. Car en vertu de l'inexistence de la droiture et de la gravitude, la comparaison n'est pas insensée. Sinon, on risque de faire une erreur de catégorie à comparer deux objets différents, car ils n'ont pas les mêmes propriétés universelles, ils ne sont pas comparables. Cela permet une utilisation lourde de mathématiques pour l'étude d'une physique sans se soucier de faire un non-sens. En bref, le nominalisme facilite les reformulations opérationnelles utiles à la science naissante. Faisons un saut au XXe siècle avec le développement de la philosophie analytique. C'est aussi après la crise des fondements où le platonisme est remis en question suite à des contradictions trouvées dans les théories cherchant à fonder les mathématiques dont j'ai discuté lourdement dans ma première vidéo. Naturellement, le platonisme est en crise, c'est le moment pour le grand retour du nominalisme qui a été relativement silencieux depuis Occam, quelques auteurs par-ci par-là mais rien de probant. Un des nominalistes du XXe siècle, c'est Rudolf Carnap. Carnap s'intéresse surtout au langage. Il remarque, comme les platonistes, que quand on fait des maths, on parle des objets comme s'ils existaient. Le nombre 7 est premier fait bien référence à un objet, le nombre 7. Mais contrairement à Occam, l'idée de Carnap n'est pas de reformuler le langage qu'on utilise quand on fait des maths pour se débarrasser des références à des objets abstraits. Il développe plutôt un argument pragmatique. Ce langage, il est pratique. Quand on a parlé d'Occam, on a vu un exemple qui, même s'il fonctionne, est assez lourd. C'est plus facile de dire la droite AB fait 5 unités que la reformulation proposée. Et si on devait faire des maths comme Occam l'aurait fait de façon nominaliste, on ne serait pas sorti de l'auberge, surtout avec des énoncés faisant intervenir beaucoup d'objets plus abstraits encore qu'une droite, voire avec certains objets particulièrement abstraits comme les catégories dont je suis même pas bien certain que ce soit possible. À la place, Carnap explique que ce langage est seulement utilisé en pratique, comparé aux alternatives, mais qu'il n'engage à rien ontologiquement. Ce n'est pas parce qu'on se réfère à ces objets qu'ils existent dans la vie, tout simplement. L'existence de ces objets est une hypothèse de travail, utile, pratique pour étudier les mathématiques. Cette hypothèse pourrait tout aussi bien être fausse, et si une autre hypothèse s'avère plus pratique à l'avenir, on pourra tout à fait l'adopter sans surcharge ou décharge ontologique particulière. En bref, l'existence des objets mathématiques se trouve dans le langage, en tant qu'hypothèse pratique, mais dont on peut, en principe, se passer au profit d'autres hypothèses. En revanche, l'argument de Carnap est inacceptable pour un autre nominaliste du XXe siècle, Quine, qui estime que Carnap ne vaut pas mieux qu'un platonicien comme tout logiciste. En effet, Carnap fait une distinction nette entre des énoncés analytiques, vrais en vertu de leur signification, et synthétiques, vrais en vertu de ce qui se passe dans le monde. Une distinction que Quine rejette. J'en ai déjà parlé en évoquant l'argument d'indispensabilité en faveur du platonisme. J'ai dit que lui et Nelson Goodman ont écrit Steps Toward the Constructive Nominalism, et essayent d'y construire des mathématiques sans objets abstraits, en fait purement nominalistes. La première phrase est très claire, nous ne croyons pas aux entités abstraites. Goodman développe, notamment, une théorie dite méréologique, le calcul des parts et des entièretés, et une logique spatio-temporelle cherchant à remplacer la théorie des ensembles comme fondement mathématique. L'idée, c'était de considérer les ensembles non comme des objets abstraits, mais comme des genres de fusion concrète, où on colle de façon figurative des objets entre eux. Je vous avoue, j'ai pas très bien compris cette histoire, je peux difficilement expliquer mieux. Les logiques nominalistes sont franchement pas évidentes du tout. Par ailleurs, c'est ce que Quinn et Goodman reconnaissent à la fin de leur papier. Malgré leurs astuces, ils trouvent particulièrement difficile la tâche de nominaliser toutes les mathématiques, notamment sur le concept de points. Finalement, ils se heurtent à un mur, et ils ne finiront jamais leur processus de nominalisation, ce qui va pousser Quinn, on l'a vu, à formuler son argument d'indispensabilité et se ranger du côté des platonistes à contre-cœur. Une dernière petite chose sur ces nominalistes, on l'a vu dans une précédente vidéo que la crise des fondements a fait émerger trois philosophies des maths, le logicisme, le formalisme et l'intuitionnisme. Ces dernières sont compatibles avec le nominalisme. Le formalisme traite les maths comme un simple jeu de symboles sans ontologie particulière, tandis que l'intuitionnisme considère que les maths sont des constructions mentales, et qu'ainsi les objets mathématiques n'existent que dans l'esprit humain. À présent, voyons une dernière chose sur le nominalisme, sans doute la plus grosse contribution à cette philosophie, qui fait encore beaucoup parler aujourd'hui, la réponse nominaliste d'Art Trifield à l'argument d'indispensabilité de Quintnam. Trifield, c'est un philosophe des maths qui écrit, dans les années 70, le livre intitulé Science Without Numbers, publié en 1980. Son idée, c'est de réfuter la prémisse 2 de l'argument d'indispensabilité. Les objets mathématiques sont indispensables à nos meilleures théories scientifiques, en formulant des théories scientifiques sans se référer au moindre objet abstrait. Le titre dit sans nom, mais ne vous y trompez pas, ce ne sont pas que les qui seront absents de cette théorie. En fait, je vous mens un peu, Phil ne va pas reformuler nos meilleures théories scientifiques, mais seulement la théorie de la gravitation de Newton, qui n'est plus une des meilleures théories scientifiques depuis au moins Einstein. Son travail est davantage une preuve de concept qu'une réfutation tout court,
La prémisse 2 de l'argument d'indispensabilité tient toujours, mais elle est en droit de trembler un peu des genoux. Comme beaucoup de travaux nominalistes, la théorie de Field consiste à reformuler les phrases utilisées dans la théorie de telle sorte à éviter les références aux objets abstraits. Mais en fait, Field ne fait ça qu'un moment. Il établit son langage, puis explicite clairement la méthode dont il va se servir. Il souhaite montrer que n'importe quelle phrase formulée dans ton langage nominaliste, qui peut être démontrée dans le langage mathématique, peut aussi être démontrée dans son langage. C'est un résultat qu'on appelle de conservativité. Et Field propose une idée de preuve, en se basant sur la théorie des modèles. Un souci est le suivant, il est possible que cela se repose implicitement sur de la théorie des ensembles. Mais l'idée est là. L'argument de Field exprime l'idée que, quand bien même les mathématiques sont pratiques, elles ne devraient pas être capables de trouver des nouveaux faits physiques qu'on ne pourrait pas interpréter de façon nominaliste. Les travaux de Field ont subi de nombreuses critiques sur le souci mentionné juste avant, notamment de la part de John Burgess et Rosen, dans A Subject with No Object de 1997, où ils expliquent que les nominalistes ont tendance à introduire des mathématiques dans leurs théories sans s'en rendre compte, ou de rendre la science très lourde avec des fondations bien trop compliquées. En bref, les travaux de Field ont ouvert une brèche dans l'édifice platonicien. À sa suite, plusieurs platonistes ont pu adopter des points de vue plus aisément défendables d'instrumentalistes, dont le slogan serait «Utilisez les mathématiques, mais n'y croyez pas». En bref, là où Queen avait fermé la porte, Field l'a enfoncée avec fracas, et les nominalistes sont maintenant plus forts que jamais. Finalement, on a très parlé de la question de départ. Les maths sont-elles découvertes ou inventées? On a vu les deux perspectives, réalistes et anti-réalistes, qui répondent à cette question. On a vu les grands arguments pour et contre chacun, puis finalement, difficile de trancher. Moi, je refuse d'être platoniste, parce que je refuse l'existence d'un monde abstrait indépendant de nous, qu'on ne peut ni voir ni sentir. Je ne peux pas prendre l'avion vers le monde d'idées, il n'est pas matériel. Je pourrais être réaliste à la façon d'Aristote. C'est une théorie très simple et bien ancrée dans la réalité concrète matérielle. Mais je pourrais aussi être nominaliste. Finalement, cette vidéo est davantage une introduction au réalisme et à l'antiréalisme en mathématiques. En fait, croyez en ce que vous voulez, peu importe. Mais gardez en tête qu'il y aura des arguments contre vous, que d'autres pourront être en désaccord pour des raisons plus ou moins valides. Mais c'est une conclusion très insatisfaisante. Donc je vous propose de nous revoir la prochaine fois pour que je vous expose une idée plus personnelle qui répond davantage à la question de l'invention et de la découverte des mathématiques. En attendant, n'hésite pas encore une fois à rejoindre le Discord dont le lien est dans la description. N'allez pas embêter les gens qui disent que les maths sont inventées ou découvertes en allant dire l'opposé par simple esprit de contradiction.